Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Isabelle Taillon. Je suis chef adjointe au département de pharmacie de l'UICPQ. Je suis également coprésidente du comité régional en anticoagulothérapie, ou comité ACO, que je co-préside avec ma collègue Dominique Chrétien, qui est pharmacienne au CIUS de la capitale nationale. Elle et moi avons réalisé le contenu des 3 prochaines capsules que nous vous présenterons et qui traiteront de la trajectoire optimale du patient qui nécessite une désanticoagulation. Ces capsules s'adressent principalement aux pharmaciens communautaires et elles traiteront respectivement. D'abord, on vous présentera la trajectoire de la désanticoagulation déployée par le comité régional depuis juin dernier. Ensuite, on discutera de cas cliniques appliqués, donc un cas avec la warfarine, un autre cas avec un AOD, un anticoagulant oral direct, donc du bureau médical à la procédure. Et finalement, la 3e capsule traitera vraiment du cas clinique appliqué, mais vraiment au niveau par le pharmacien communautaire, particulièrement pour la gestion péridurale de la warfarine, qui est peut-être un petit peu plus compliquée ou complexe, devrais-je dire, étant donné la possibilité d'un relais avec une héparine de faible poids moléculaire ou non. Également, dans cette 3e capsule-là, on discutera des questions qui peuvent découler de l'application justement de cette trajectoire. Bien que les 3 capsules que nous vous présentons ont un contenu vraiment distinct l'une de l'autre, nous vous encourageons à visionner les 3 capsules pour avoir vraiment une bonne idée de la trajectoire en désanticoagulation. Alors, globalement, les 3 présentations ont comme objectif d'abord de connaître les enjeux reliés à une mauvaise gestion périprocédurale des anticoagulants, autant la warfarine que les AOD. Donc, il faut bien comprendre pourquoi, c'était quoi les enjeux qu'il y avait pour en arriver finalement à mettre une telle trajectoire en place. Donc, comme 2e objectif, de connaître justement cette nouvelle trajectoire-là qui a été déployée par le comité régional en anticoagulothérapie sur l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Donc, ça veut dire qu'un patient qui nécessite une désanticoagulation, peu importe dans quel établissement du territoire de la capitale nationale, il aura en fait la même trajectoire et les mêmes outils de désanticoagulation. Ensuite, on veut que vous compreniez les responsabilités de tous les professionnels impliqués dans la trajectoire, savoir prendre en charge l'ordonnance régionale de la gestion périprocédurale de la warfarine et finalement prendre en charge l'ordonnance régionale périprocédurale d'un anticoagulant oral direct. Alors, au niveau de mes conflits d'intérêts, je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec la présente formation. Avant de commencer, j'aimerais vous parler du mandat du CRSP. Alors, le CRSP, c'est le Comité régional sur les services pharmaceutiques du CIUS de la capitale nationale. Donc, il y a un CRSP sur tous les territoires administratifs de la province du Québec et le Comité d'anticoagulothérapie découle justement du CRSP. Alors, le CRSP a le mandat de faire des recommandations sur l'organisation des services pharmaceutiques. Il doit aussi donner des avis sur l'accessibilité et la qualité des services pharmaceutiques, ainsi que sur les nouvelles approches en soins et services, et aussi peut exécuter tout autre mandat que va lui confier le président directeur général. Alors, sur le territoire de la capitale nationale, le CRSP est composé de 3 pharmaciens propriétaires, de 3 pharmaciens salariés, de 3 pharmaciens d'établissement qui siègent également sur le CA des établissements, donc l'UICPQ, le CHU de Québec et le CIUS Capitale nationale, des 3 chefs de département des 3 établissements et finalement le président directeur général du CIUS de la capitale nationale. Spécifiquement pour le comité régional en anticoagulothérapie, alors son mandat, c'est d'établir la trajectoire de soins optimale pour les usagers anticoagulés sur le territoire de la capitale nationale. Alors, c'est un comité qui a été créé en 2016. Une des premières réalisations du comité régional en anticoagulothérapie a été le transfert des clientèles stables des cliniques d'anticoagulothérapie des établissements vers la première ligne. Donc, les travaux ont été réalisés en fait sur une période d'environ 1 an
Ils ont été terminés à la juin 2017. Maintenant, les pharmaciens communautaires ont la charge de plusieurs patients anticoagulés à la warfarine. Donc, actuellement, les chiffres connus, c'est que près de 70-75% des patients anticoagulés de notre région sont suivis par les pharmaciens communautaires. Donc, on est conscient que c'est une grosse charge de travail pour vous et on vous invite à consulter d'ailleurs d'autres capsules vidéo sur le site Internet du CIUS à l'attention des pharmaciens communautaires qui portent sur l'organisation du travail, justement. Donc ça, c'est la première réalisation du comité régional en anticoagulothérapie. Maintenant, un travail important qu'on est en train de déployer, c'est la révision de la trajectoire de l'usager qui nécessite une désanticoagulation. Alors, actuellement, le constat, c'est que cette trajectoire-là est pas mal implantée à l'UICPQ depuis juin dernier. Elle va être implantée, en fait, elle a été depuis le 17 juin dernier, donc depuis lundi, dans tout le secteur de la gastro-entérologie, donc autant dans le CHU, à l'UICPQ et au niveau du CIUS de la capitale nationale. Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'ensemble des GMF, tous les médecins de famille qui doivent référer un patient anticoagulé pour une procédure en gastro-entérologie, dorénavant, sont tenus de compléter le formulaire de désanticoagulation, donc l'ordonnance de gestion périprocédurale de l'anticoagulant, lorsque la demande d'examen en gastro-entérologie est soumise au guichet d'accès. Alors, les pharmaciens communautaires vont avoir une place très importante au niveau de la trajectoire de désanticoagulation et c'est justement le but des 3 capsules que nous avons réalisées, donc de vous donner de la formation à cet effet-là. Vous allez voir énormément, en fait, graduellement des ordonnances pour le secteur de la gastro-entérologie, mais éventuellement, tous les secteurs, en fait, de procédures ou chirurgicaux de tous les établissements du territoire de la capitale nationale vont emboîter le pas et utiliser les ordonnances de désanticoagulation. Donc, l'objectif est un déploiement total là, vers la fin 2020, si tout va bien. Enfin, un troisième travail qui nous préoccupe, en fait, c'est le transfert précoce des usagers vers la première ligne dès la fin de l'hospitalisation du patient. Donc, on débutera ces travaux-là après la désanticoagulation, donc après 2020. Alors concrètement, les membres du comité régional en anticoagulothérapie, donc vous comprendrez que comme c'est un comité qui découle du CRSP, bon nombre des membres du comité régional en anticoagulo siègent aussi sur le CRSP. Alors au niveau des pharmaciens d'établissement, on a Sylvie Beauchamp qui représente Charlevoix, Dominique Chrétien et moi-même qui sont également les coprésidentes. Sébastien Perrault du CHU de Québec, Sébastien qui est également président du comité d'anticoagulo du CHU de Québec et moi je suis la présidente pour le comité d'anticoagulo à l'UICPQ, donc on travaille vraiment en collaboration lui et moi. Sinon, au niveau des pharmaciens communautaires, donc François-Frédéric Dubois, Caroline Pichette, qui a d'ailleurs créé les capsules au niveau de l'organisation du travail, je vous invite à les visionner. Il y a également des médecins généralistes qui ont été consultés, qui font partie du comité régional, c'est-à-dire Dr René Genet à la clinique médicale Saint-Louis, Dr André Agent de la clinique médicale de la Cité Verte. 3 médecins spécialistes siègent sur le comité. Stéphanie Cloutier, qui est hématologue autant dans le CHU de Québec et à l'UICPQ. Dr Cloutier qui siège également sur le comité d'anticoagulo du CHU et sur celui de l'UICPQ. Donc, on a vraiment un noyau pour prendre des décisions communes. Dr Claude Garceau, qui est interniste chez nous à l'UICPQ. Dr Sébastien Jonca, qui est cardiologue au CHU de Québec. Et enfin, des infirmières et infirmiers du GMF, c'est-à-dire Mme Isabelle Breton et M. Fabien Ferguson. Alors, je vous rappelle que les établissements du territoire de la capitale nationale, donc on a quand même un certain nombre d'établissements, évidemment l'UICPQ, le CHU de Québec, le CHU de Québec, donc, et ses 5 sites, c'est-à-dire le CHU, l'Enfant Jésus, Saint-François d'Assise, l'Hôtel-Dieu de Québec et Saint-Sacrement. Et le CIUS Capitale nationale a aussi ses établissements, c'est-à-dire la Malbaie, Baie-Saint-Paul et Port-Neuf, et tous les GMF qui sont sous l'égide du CIUS de la capitale nationale, donc ça fait énormément de médecins de famille.
Alors, toutes les présentations, toutes les capsules en lien avec la trajectoire de désanticoagulation vont se retrouver sur le site Internet du CIUS de la capitale nationale. Vous avez l'adresse annexée, mais je vous invite, quand vous n'avez pas l'adresse par cœur, de simplement taper sur Google « Comité régional ACO » et vous allez voir tous nos travaux sont déposés sur le site Internet. Le site qui est vraiment très convivial, c'est facile de trouver l'information. Donc, Comité régional ACO, vous êtes habitué de l'utiliser aussi pour le comité régional ATIVAD. C'est la même chose. Donc, sur Google, c'est très facile à retrouver le comité et je vous invite vraiment à consulter. Il y a une foule de documents utiles pour tous là, qui se retrouvent sur le site Internet. Alors, abordons maintenant la trajectoire de désanticoagulation qui a été déployée depuis le mois de juin 2018. Alors, pour bien comprendre cette trajectoire-là, il faut d'abord adresser les problématiques qui étaient reliées à la désanticoagulation. Alors, il y a des audits qui ont été faits autant au CHU de Québec qu'à l'UICPQ et partout, c'était les mêmes constats. Ces audits-là ont été faits, là, je vous dirais, il y a peut-être 3 ou 4 ans. C'était les mêmes constats, c'est probablement encore les mêmes constats tant que la trajectoire ne sera pas implantée à 100% sur le territoire. Alors, d'abord, les usagers ne sont pas pris en charge au bon moment dans la trajectoire. Ça peut entraîner des retards de procédure. Les procédures peuvent être réalisées sans l'arrêt optimal de l'anticoagulation, donc ça met à risque le patient de saignement. Le pharmacien communautaire, donc vous êtes souvent pas avisé de l'arrêt. Alors, l'anticoagulant n'est pas arrêté. Vous n'avez pas été non plus avisé de la reprise. Donc, ça, c'est vraiment une grosse faille dans la trajectoire actuelle. L'autre problématique soulevée aussi, c'est que les usagers ne sont pas pris en charge par la bonne personne. Donc, souvent, les informations reliées à l'arrêt de l'anticoagulant vont être données par une secrétaire ou une agente administrative. Le pharmacien communautaire ne sera jamais informé de tout ça. Ça, c'est quand, en fait, les informations qui sont données par la secrétaire ou l'agente administrative, souvent, c'est à l'aide d'un tableau qu'ils peuvent consulter lors du suivi téléphonique du patient. Sinon, certains usagers aussi sont référés à leur médecin de famille pour la gestion de l'arrêt de l'anticoagulothérapie. Évidemment, le médecin de famille, bien, lui, il reçoit l'appel, il est en consultation médicale, c'est pas facile pour lui, donc souvent, ça entraîne des pratiques non uniformes. Le médecin de famille ne connaît pas non plus le risque de saignement associé à toutes les procédures, donc ça, c'est vraiment un gros enjeu ici. Donc, ça a entraîné des événements de saignement qui ont été répertoriés, qui auraient pu être évités. Donc, des cas cliniques là, vraiment qui sont arrivés réels, donc des saignements intestinaux qui ont nécessité en fait le séjour du patient à l'urgence. Le professionnel qui ajuste l'anticoagulothérapie n'est pas avisé des résultats de la procédure et des risques de saignement associés. Donc, souvent, il y a une reprise précoce de l'anticoagulothérapie, ce qui met à risque le patient de saignement. Mais à l'inverse, il y a également des événements de thrombose qui auraient pu être évités, qui ont été répertoriés, notamment des embolies pulmonaires et des AVC. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le professionnel qui ajuste l'anticoagulothérapie n'a pas été avisé de la procédure. Donc, ça a été en fait retardé, la reprise. Et pour le Coumadin, pour les personnes à haut risque thromboembolique, il n'y a pas eu nécessairement de relais avec une héparine de faible poids moléculaire. Même chose pour les AOD. Hein? Donc, les AOD, oui, ça ne nécessite pas de monitoring de façon aussi exhaustive que le Coumadin, mais les AOD ont une très courte durée d'action. Alors, si la reprise est retardée de plusieurs jours, ça met le patient à risque d'événements thromboemboliques. Et parfois, il peut y avoir des procédures qui ont été retardées parce que le patient, justement, n'avait jamais été informé de la conduite sur son anticoagulant et finalement, l'anticoagulant a été arrêté plus longtemps que prévu, ce qui a entraîné des événements de thrombose. Alors, ce qui nous a amené tout ça à revoir complètement puis à tenter d'optimiser la trajectoire de l'usager anticoagulé qui est référé pour une intervention, donc autant de procédures qu'une chirurgie majeure ou non, et qui est anticoagulé, donc qui nécessite l'arrêt de son anticoagulant. Et on a appliqué cette trajectoire-là autant pour le patient qui est sous Coumadin que pour le patient qui est sous un anticoagulant oral direct. Donc, je vous rappelle les anticoagulants oraux directs qui sont l'apixaban, le dabigatran, l'édoxaban et le rivaroxaban.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, depuis les 3 dernières années, on a fait une revue exhaustive de la littérature scientifique et on a créé des ordonnances individuelles standardisées. Alors ça, c'est l'ordonnance proprement dite. Dans mes présentations, souvent, je vais dire OIS, donc ça réfère à l'ordonnance. Et donc, on a créé 2 OIS, une qui encadre l'arrêt de la warfarine et l'autre qui encadre l'arrêt d'un AOD avant une intervention. Pour créer ces OIS-là, il y a eu énormément de personnes, donc de médecins spécialistes, médecins de famille qui ont été consultés. Je vous dirais à cette heure-ci, on doit être au-delà de 200 consultations. Dans le fond, les outils, je vais vous les présenter au cours des prochaines diapos. Mais chaque outil est formaté de la même façon, c'est-à-dire que le médecin, lorsqu'il complète l'ordonnance, il doit d'abord déterminer le risque thromboembolique de l'usager. Évidemment, les patients qui vont présenter un risque thromboembolique élevé vont avoir une héparine de faible poids moléculaire en pont. Par contre, pour tous les autres, on n'a plus besoin de pont avec une héparine de faible poids moléculaire. Ensuite de ça, le médecin qui doit estimer le risque hémorragique inhérent à chaque procédure et il doit le faire avant la procédure. On a créé une annexe d'évaluation du risque hémorragique. L'annexe a été entérinée par tous les chefs de département et de services médicaux du CHU et de l'UICPQ. On a eu l'approbation finale là, en décembre 2018. Alors, avec cette annexe-là, ça devient facile pour le médecin qui réfère un usager pour une intervention ou une procédure d'estimer le risque hémorragique de son patient. Et enfin, il doit déterminer, il y a la détermination du risque hémorragique de l'usager après la procédure. Alors, cette détermination du risque hémorragique après la procédure, c'est une OIS distincte qui devra cette fois être complétée par le médecin qui va réaliser l'intervention. Alors, concrètement, le médecin qui réfère l'usager pour une intervention, il doit compléter l'OIS en déterminant le risque thromboembolique, le risque de saignement. Donc, il doit vraiment déterminer comment on arrête l'anticoagulant, comment on le reprend. Avec le Coumadin, est-ce qu'on a besoin d'un pont avec une héparine de faible poids ou non? Et enfin, le médecin qui fait l'intervention doit, quant à lui, déterminer le risque hémorragique réel de son patient après la procédure. Si le risque hémorragique réel est le même que le risque inhérent qui avait initialement été établi, c'est parfait. Sinon, évidemment, si le risque est plus élevé, il devra indiquer une procédure particulière pour éviter de mettre son patient au risque de saignement. Alors, concernant la trajectoire qui a été proposée, alors, c'est beaucoup d'informations, j'en conviens, sur un même tableau. On s'en excuse, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un médecin, par exemple, un médecin de famille qui déciderait de référer son patient pour un examen. Alors, comme c'est un examen, il va compléter une feuille de demande pour l'examen, comme il faisait habituellement. Mais si son patient est anticoagulé, il devra compléter maintenant automatiquement une OIS de désanticoagulation. Je vous rappelle qu'actuellement, c'est demandé de façon obligatoire pour tous les patients qui sont référés à une procédure en gastro-entérologie. Par contre, ça deviendra au fur et à mesure du temps pour tous les autres secteurs d'intervention. Alors, cette feuille de demande-là, plus l'OIS, va être envoyée à l'agente administrative ou l'infirmière du guichet d'accès de la centrale de rendez-vous. Avant d'être envoyé à la centrale de rendez-vous, l'agente administrative du GMF va s'assurer que l'OIS est bien complétée. Les agentes administratives des différents GMF ont reçu un certain gabarit pour s'assurer que les informations pertinentes se retrouvent bien sur l'OIS. Une fois que ça c'est complété, elle va le faxer, oui, au CRDS, au secrétariat, à la centrale des rendez-vous et elle va également automatiquement vous le faxer. Alors, ça va vous donner à ce moment-là le cue, excusez l'anglicisme, vous disant que votre patient va avoir une procédure et qu'éventuellement, il y aura besoin d'être désanticoagulé. Par contre, à ce stade-ci de la trajectoire, on n'a pas encore la date de la procédure.
Alors, une fois que la demande est réceptionnée au secrétariat ou à la clinique externe ou en pré-op, elle va être analysée. Évidemment, si la demande elle est complète, tout va bien. Si elle est incomplète, elle retourne au médecin de famille. C'est la même chose pour l'ordonnance d'arrêt du Coumadin ou de l'AOD. Et une fois la demande bien complétée, que la demande est bien analysée, il va y avoir éventuellement une date de procédure qui va être déterminée. Et à ce moment-là, l'agente administrative de la clinique externe ou du secrétariat va venir apposer une date, soit directement sur l'ordonnance individuelle standardisée ou sur un bordereau de transmission et va vous faxer cette date-là à la pharmacie communautaire. On reviendra dans les fins détails de ce que vous aurez à faire, mais la trajectoire, c'est vraiment ça. Et si vous avez la même trajectoire qui va partir d'un médecin spécialiste, je vous dirais que c'est appliqué cette trajectoire-là actuellement à l'UCPQ depuis juin dernier. Ça va l'être dans le CHU là, au cours de la prochaine année. Alors, le médecin spécialiste, c'est un peu la même chose que pour le médecin de famille, c'est-à-dire que quand il réfère son patient pour un examen, en fait, il va compléter la feuille de prescription pour l'examen ou la procédure, plus l'ordonnance de désanticoagulation. Tout ça va arriver à une infirmière ou une secrétaire qui va s'assurer que tout est complet. Ça va être transité par la centrale de rendez-vous et vous allez aussi être avisé de tout ça. Alors, des fois, les gens se questionnent, oui, mais le risque thromboembolique du patient, ça peut être compliqué de bien le connaître. Vous allez voir, je vais vous présenter un peu plus tard dans les diapositives l'annexe d'évaluation du risque thromboembolique qui est quand même relativement simple. C'est sûr que le médecin spécialiste, il peut être en mesure de lui-même évaluer, surtout si c'est lui qui a initié l'anticoagulation, il va être en mesure d'évaluer le risque thromboembolique de son patient. Par contre, si, par exemple, c'est le médecin spécialiste, c'est, je ne sais pas moi, un chirurgien orthopédique qui connaît moins le risque thromboembolique de son patient, bien, à ce moment-là, oui, il peut consulter le DPE de l'établissement ou il peut référer directement au médecin de famille. Alors ça, c'est la trajectoire vraiment avant la procédure. Pour ce qui est de la trajectoire après la procédure, donc on part du médecin qui a fait la procédure. Alors lui, dans le fond, il doit compléter une ordonnance post-procédure qui vous sera présentée également là, dans les prochaines diapos. Et sur cette ordonnance-là, en fait, en même temps qu'il la complète ou avant de la compléter, il doit s'assurer que les modalités de reprise d'anticoagulothérapie sont déjà établies. Comment il peut évaluer ça? Donc, par le dossier médical, par l'ordonnance. Il peut avoir dépendamment de l'organisation du travail, il peut avoir une copie de l'ordonnance. Il peut aller aussi consulter le DSQ pour avoir l'information. Alors, il évalue ce qui a été, il recherche ce qui a été déterminé comme conduite de reprise. Ensuite de ça, il va se positionner sur le risque hémorragique réel de saignement et, dépendamment, il va soit confirmer la reprise qui avait été initialement établie ou, si jamais le risque hémorragique réel diffère du risque hémorragique initial, il pourra modifier l'ordonnance. Dans tous les cas, deux possibilités peuvent s'appliquer. Alors, soit que l'ordonnance post va être remise à votre patient pour qu'il vous la remette et le patient va être avisé de vous la remettre la journée même, évidemment, ou l'agente administrative de la clinique va vous retourner une copie de cette ordonnance-là. Et dans certains cas, dépendamment encore là de l'organisation du travail, ce sera les deux. Donc, vous aurez et le fax et la copie qui sera remise au patient. Vous comprendrez que les secteurs d'activité, d'intervention et chirurgicaux, il y en a énormément. Donc, on ne peut pas, rendu là, c'est du fine-tuning de gestion interne et on ne peut pas exiger, malheureusement, une conduite qui va être partout pareil, mais dans un cas ou l'autre, c'est clair que vous aurez soit la copie qui vous sera remise par le patient ou un fax. Et advenant le cas que vous ne recevez rien du tout, on va en reparler également dans les prochaines diapos, mais sachez que le médecin qui a effectué la procédure est responsable de compléter l'ordonnance post-procédure, particulièrement si le risque hémorragique réel diffère de celui initialement fixé.
Ça veut dire que si le risque hémorragique est pareil à ce qui avait été initialement fixé, il se peut que vous ne receviez pas d'ordonnance post, mais à ce moment-là, c'est la conduite initiale qui va primer. Et ça, il y a eu des lettres qui ont été envoyées aux médecins, à tous les médecins qui sont susceptibles de faire des procédures. Les lettres ont été envoyées à tous les médecins du territoire de la capitale nationale, donc ils savent qu'ils sont tenus de vous aviser minimalement s'il y a un changement, mais de façon optimale, ils devraient compléter la feuille, l'ordonnance post pour tous les patients. Maintenant, le rôle et responsabilité des différents intervenants. J'en ai parlé beaucoup dans la présentation de la trajectoire, donc je vais bonifier donc avec les diapos suivantes. Alors, évidemment, le médecin de famille, puis c'est la même chose pour le médecin spécialiste, il est responsable de compléter la demande d'examen ou de consultation, comme je vous le mentionnais. Et également, si le patient est anticoagulé, bien, il est responsable de compléter l'ordonnance de désanticoagulation. Il doit remplir toutes les sections. Donc, il va y avoir des mécanismes qui vont, vous assurer que toutes les sections sont complètes. Donc, normalement, l'agente administrative, avant de vous faxer l'ordonnance, devrait s'assurer que toutes les sections sont complétées. S'il y a des sections incomplètes, on va vous expliquer quoi faire avec tout ça. Et les sections consistent en quoi? Bien, je vous mentionnais tantôt, évaluation du risque thromboembolique, évaluation du risque hémorragique et rédaction proprement dite de l'OIS, donc l'ordonnance qui doit encadrer la gestion pré- et post-procédure. Vous allez remarquer que sur l'ordonnance, il y a des sections pour que le médecin complète et signe, surtout signe chacune des feuilles. Pour le Coumadin, ça représente 3 feuilles. Pour les AOD, ça représente 2 feuilles. Ça se peut que les 3 feuilles ne soient pas signées, on vous l'accorde, mais minimalement, c'est que la première soit signée. C'est l'exigence minimale, là, donc vous n'aurez pas à retourner des ordonnances qui ne seraient pas signées sur les 3 copies, par exemple. L'agente administrative, comme je vous le mentionnais, donc elle doit faxer la demande d'examen au CRDS, au secrétariat, à la centrale de rendez-vous. Et lorsqu'elle a l'OIS en main, elle va avoir un certain gabarit, donc elle doit s'assurer que l'OIS elle est conforme. Elle doit s'assurer qu'il y a l'identification de la pharmacie communautaire. On lui dit qu'elle peut consulter le DSQ au besoin ou contacter le patient si jamais elle ne l'a pas, parce que dès la rédaction de l'OIS, l'agente administrative doit vraiment vous faxer l'ordonnance pour que vous soyez avisé rapidement qu'éventuellement, ce patient-là pourra avoir une chirurgie qui demande l'arrêt du Coumadin ou d'anticoagulant oral direct. Alors, comme je vous dis, elle va avoir un gabarit pour que toutes les informations essentielles à l'OIS soient présentes. Elle va s'assurer de faxer toutes les pages recto-verso, comme je vous dis, 3 pages pour la warfarine, 2 pour les anticoagulants oraux directs, donc important à retenir. Et pour vous, ça va être important soit de numériser ces 3 feuilles-là ou de les garder dans un cartable dédié à cet effet, parce que des fois, le délai pour avoir la date de procédure peut être très long, là. Des fois, avant d'avoir l'examen, ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois, voire même 2 ans. L'ordonnance est valide 2 ans. Alors, c'est important de vous garder, avoir accès facilement à l'OIS jusqu'à ce que le patient ait eu sa procédure. Maintenant, l'agente administrative de la clinique pré-op ou à la clinique externe, comme je vous disais, elle va réceptionner tous les documents, elle va les analyser. Quand ça va être incomplet, elle va retourner au médecin de famille ou au médecin spécialiste. Et dès que la date de procédure va être connue, elle va faxer la date, soit elle va être écrite directement sur l'OIS. Vous allez voir qu'il y a une section qui est prévue à cet effet-là, ou elle va vous envoyer un bordereau de transmission avec la date d'indiquer dessus. Et l'agente administrative aussi, son rôle, c'est de vous aviser si jamais il y avait un report de procédure. Heureusement, ça arrive peu fréquemment, mais c'est elle qui va vous aviser. Donc, avant, dans la trajectoire qui est présente, il n'y avait pas ce mécanisme-là, mais là, ça va être beaucoup plus sécuritaire de cette façon-là. Pour ce qui est du pharmacien communautaire, donc lorsque vous recevez l'OIS, évidemment, si ce n'est pas vous qui ajustez le Coumadin, bien là, vous faites suivre l'OIS au professionnel qui assure l'ajustement de la warfarine.
Pour ce qui est des AOD, bien, c'est un arrêt, il n'y a pas d'ajustement nécessairement, il n'y a pas d'ajustement proprement dit, pardon, donc c'est vous qui allez le gérer. Une fois l'OIS reçu, vous devez vous assurer que toutes les sections sont bien complètes. Donc, c'est un deuxième checkpoint, si on peut dire ainsi. Et si jamais vous voyez qu'il y a une section qui n'est pas complète, on vous encourage à contacter tout de suite le médecin référent pour compléter avec lui les sections incomplètes. Pourquoi le faire immédiatement? C'est que vous allez être certain que le médecin est disponible. Si vous le faites dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça se peut que vous appelez dans le GMF et que le médecin soit parti en vacances. Et là, c'est beaucoup plus de gestion pour vous. Donc, dès que vous recevez une ordonnance qui est incomplète, vous contactez le médecin. Comme je mentionnais tout à l'heure, votre rôle, ça va être aussi, ça va être important, de numériser l'OIS dans votre dossier pharmacologique ou de les conserver dans une fiche ou un cartable prévu à cet effet. Et comme on vous le mentionnait, donc lorsque la date de la procédure va être connue, vous allez être avisé et là, vous allez devoir mettre en application le contenu de l'OIS. Habituellement, vous allez être avisé dans les 1 à 4 semaines. Ça peut varier un peu, mais le délai standard, c'est 1 à 4 semaines avant la procédure. Alors, je reviens, si jamais l'OIS elle est incomplète, ce qu'on vous encourage de faire, c'est de retourner le document que vous avez en main directement au médecin et vous lui spécifiez les sections qui sont incomplètes. Donc, vous pouvez mettre encercler ou faire une flèche. Donc, vous pouvez aussi l'appeler, le contacter, le faire en même temps. Et vous lui demandez de compléter les sections laissées vierges, de corriger les informations erronées s'il y a lieu. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, c'est important qu'il vous retourne l'OIS modifié et que vous en gardiez une copie. Alors, pourquoi on veut toutes ces étapes-là? C'est que c'est important que le médecin de famille ait en main l'ordonnance qui va avoir été corrigée si jamais il y avait besoin de la corriger ou compléter si elle était incomplète. Parce qu'il se peut qu'il soit appelé un jour par la centrale de rendez-vous qui ne retrouve pas l'OIS, ça peut arriver, et le médecin pourra avoir accès à l'OIS dans le DME, qui est le dossier médical électronique, c'est son outil de travail. Donc, c'est important que lui-même en ait une copie corrigée dans ce numérisateur-là pour qu'il puisse y avoir accès. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est préférable de ne pas modifier l'ordonnance en ordre verbal. Je comprends que c'est plus simple, mais au forceps, si jamais vous le faites, c'est important de retourner la copie corrigée pour que le médecin puisse la numériser et la déposer justement dans le DME. Dans un monde idéal aussi, on vous demanderait de retourner l'OIS modifié à la centrale des rendez-vous pour vraiment boucler la boucle. Ça va faire en sorte qu'à la centrale des rendez-vous, l'agente administrative va mettre cette nouvelle copie-là dans le dossier du patient. Alors, le médecin qui va faire la procédure va avoir accès aux informations là, vraiment les plus complètes. Ça, c'est lorsque vous connaissez les coordonnées de la centrale de rendez-vous. Si dans les échanges de fax que vous avez reçus, il n'y a pas les coordonnées de la centrale de rendez-vous, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, la copie à la centrale des rendez-vous, on laissera tomber. Puis, au besoin, par contre, la centrale des rendez-vous pourra contacter le médecin de famille qui l'aura dans son DME. Donc, tout le monde sera content. Maintenant, suite à l'expérience vécue à l'UICPQ, je vous dirais que ça serait possible que certains médecins refusent de compléter la section post-procédure parce que, puis on peut les comprendre aussi quand la trajectoire n'est pas, quand le contenu de la trajectoire puis le rôle et responsabilités de chaque intervenant est moins bien connu. Alors, certains médecins disent « Oui, mais c'est pas moi qui fais la procédure, donc je ne veux pas indiquer un risque hémorragique alors que je ne fais pas la procédure. » Alors, certains médecins pourraient, comme je vous dis, être réticents à compléter cette dernière section-là. Comme je vous l'ai mentionné aussi, ils ont tous été avisés, tous informés de la trajectoire. Alors, si jamais vous aviez des refus catégoriques pour les patients qui proviennent d'un GMF, je vous invite à communiquer avec ma collègue Dominique Chrétien. Vous avez ses coordonnées à l'écran. Sinon, pour les patients qui proviennent de l'UICPQ, je vous invite à me contacter directement. Et nous, on va faire les suivis auprès des médecins concernés. Maintenant, toujours au niveau des responsabilités du pharmacien communautaire, donc lorsque la date de procédure va être connue,
Vous devez aussi vous assurer que les conditions médicales en lien avec l'anticoagulation n'ont pas changé depuis la rédaction initiale de l'OIS. Parce que, comme je vous l'ai mentionné, ça se pourrait que vous alliez recevoir l'OIS, mais que la procédure ait lieu un an et demi plus tard. Ultimement, ça se pourrait que le patient ne soit même plus anticoagulé. Alors, ou qu'il ait fait un nouvel événement, puis ça met à ce moment-là le patient à plus haut risque thromboembolique. Donc, évidemment, si la condition médicale change, il faut faire un suivi avec le médecin de famille pour compléter une nouvelle ordonnance et lorsque c'est connu, bien, en aviser la centrale de rendez-vous. Dans le fond, comment vous allez faire, vous, pour évaluer que la condition médicale a changé ou pas? Bien, c'est sûr que vous avez tout le dossier pharmacologique de votre patient. Donc, si maintenant un patient il a un diagnostic de diabète, vous allez être capable de le deviner, entre guillemets, par les médicaments qu'il aura à son profil. Vous pouvez questionner le DSQ si le patient fait plusieurs pharmacies. En fait, les autres choses qu'on peut avoir aussi comme source d'information, ça peut être un résumé de dossier quand le patient quitte l'hôpital. Vous pouvez lui demander s'il n'y a pas eu une copie de son résumé de dossier. Des fois, ça peut être intéressant. Vous pouvez lui demander si vous pouvez en faire une photocopie. Donc, ça, c'est pour l'évaluation. Ensuite de ça, on avise le patient de l'arrêt et de la reprise de son anticoagulant. On modifie le Dispil au besoin. Et si jamais le patient a besoin d'une héparine de faible poids moléculaire, en fait, certains patients sauront déjà comment s'injecter, si on est heureux dans ce temps-là. Vous-même, certains pharmaciens communautaires ont en fait la formation pour expliquer la technique d'injection. Vous avez aussi des infirmières directement à vos pharmacies qui peuvent faire la formation s'il y a lieu. Et sinon, vous pouvez référer vos patients au service courant. Alors, la centrale des rendez-vous du service courant, on vous a donné les numéros de téléphone. Donc, pour le secteur de la Vieille-Capitale, c'est un numéro et pour le secteur Québec-Nord, c'est un autre numéro. Alors, c'est important de référer votre patient au service courant. Quand est-ce qu'on le réfère au service courant? En fait, c'est pour tout patient qui va habituellement à un site de prélèvement. Soit dans un établissement ou au CLSC. Sachez que dans les sites de prélèvement, on ne fait que des prélèvements. On ne fait pas d'injection d'héparine de faible poids. Alors, c'est pour ça que si on a besoin d'une héparine de faible poids, il faut référer au service courant. Et on a mis en place une trajectoire simple pour référer vos patients au service courant. Vous avez les numéros de téléphone et si vous prenez bien soin de bien identifier le vial ou les seringues pré-remplies avec le nom de votre patient, la dose, les dates d'administration pour chacune des doses, bien ça va faire foi de prescription pour les services courants et vous n'aurez pas ainsi besoin de faire une prescription manuscrite ou même de faxer une prescription au service courant. Alors, cette trajectoire-là, elle a été déployée en même temps que la trajectoire au CHU, donc depuis le début de la semaine. Si jamais vous avez un problème avec les services courants, si par exemple ils ne veulent pas faire l'injection de fragments ou n'importe quel autre problème, je vous encourage fortement à m'envoyer un courriel ou à ma collègue Dominique Chrétien pour qu'on puisse faire les suivis parce que ça ne devrait pas arriver. Maintenant, toujours les rôles et responsabilités du pharmacien communautaire, cette fois pour le jour de la procédure. Donc, normalement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez recevoir une ordonnance individuelle standardisée post-procédure, donc qui aura été complétée par le médecin qui va avoir fait la procédure. Vous allez la recevoir par fax et ou par le patient. Donc, une fois que vous recevez cette ordonnance-là, bien important de faire tous les suivis nécessaires, de transmettre à l'usager toutes les informations pertinentes et de compléter ou modifier le Dispil s'il y a lieu. Et je vous rappelle que si le médecin qui a fait la procédure n'a pas complété l'ordonnance, vous appliquez la conduite initialement prescrite et tous les médecins qui font des procédures ont été avisés de cette conduite-là. Ils ont reçu une lettre en décembre dernier et vous pouvez d'ailleurs consulter cette lettre-là sur le site Internet du comité régional ACO. C'est dans la section « Info utile », donc vous allez ou correspondance, un des deux, là, et vous allez avoir accès au contenu de la lettre.
Les jours qui suivent la procédure, vous devez évidemment, si le patient est sous Coumadin, ajuster les doses de warfarine. Les premières doses vont avoir été initialement proposées dans l'ordonnance individuelle standardisée et vous allez en fait faire un retour graduel vers les doses usuelles de votre patient. Enfin, pour ce qui est du pharmacien d'établissement, donc les pharmaciens d'établissement, les cliniques d'anticoagulaux, donc les P4 existent toujours. Alors, nous, on va continuer à suivre les patients à haut risque thromboembolique, à haut risque hémorragique qui nous sont référés. Donc, des patients insuffisants rénaux, sévères, des patients qui ont un poids très, très élevé. Alors, ça pourrait être des patients qu'on va continuer à prendre dans nos cliniques d'anticoagulothérapie. Et comme pour les transferts vers la première ligne, on va toujours être là en support pour les pharmaciens communautaires si vous avez des questions. Même chose pour le pharmacien GMF, qui est là pour répondre aux questions des pharmaciens communautaires en collaboration avec le médecin de famille. Donc, si vous avez une question pour une ordonnance proprement dite et que vous appelez au GMF et qu'il y a un pharmacien GMF, on vous encourage à le consulter. Et bien évidemment, le pharmacien GMF aussi répond aux demandes de consultation des médecins du GMF pour les cas complexes qui vont nécessiter son expertise. Alors, enfin, le médecin qui a effectué la procédure, je vous le rappelle, est responsable de consulter l'outil de désanticoagulation qui a été préalablement complété, statuer sur le risque hémorragique réel de la chirurgie, compléter et signer l'ordonnance poste, la remettre et ou la faxer au patient. Voilà les rôles et responsabilités du médecin qui vont avoir fait l'intervention ou la procédure. Alors, ça termine ici la fin de la première capsule. On vous encourage à consulter les 2 prochaines capsules. Donc, bon visionnement.